C'est une adaptation d'une pièce qui avait déjà été jouée, une pièce qui à l'origine était écrite par John Gay, et donc qui s'appelait l'Opéra des Gueux. Et il s'agit en fait de deux clans effectivement qui s'affrontent. C'est le clan des voleurs et le clan des mendiants. Et il y a un élément perturbateur entre les deux en fait, c'est qu'il y a une sorte de Juliette qui s'avère être Polly, la fille du roi des mendiants, qui épouse le chef des voleurs. Et ben là, évidemment, ça crée des envies de vengeance, etc., etc. Et là où vraiment la pièce, je crois, trouve tout son sens, c'est dans la représentation des couches les plus basses de la société. En fait, la couche, comme dit Brecht, des déshérités, des déshérités. Et là, moi, j'essaie de trouver en fait en quelque sorte une suite logique au travail qu'on avait fait avec Dario Fo. C'est-à-dire que dans Dario Fo, on avait des gens qui allaient vers l'illégalité, qui allaient vers la marge, qui tout d'un coup décidaient de voler dans les supermarchés. Et là, dans l'opéra de Katsu, on a des gens qui sont dans l'illégalité depuis parfois plusieurs générations. Donc pour moi, c'était aussi une manière de continuer à parler en fait de la précarisation de certaines couches sociales. Brecht et Weil, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les codes de l'opéra bourgeois, et ils le détournent pour une pièce qui a évidemment, on le sent bien, comment dire, des visées politiques. Lui, il appelait ça les pièces pour apprendre, les Lehrstück. C'est-à-dire, à un moment donné, on a traduit ça par pièce didactique, ce qui à mon sens, est quand même un tout petit peu pas tout à fait juste. Moi, je trouve que pièce pour apprendre ou pièce pour conscientiser de certains problèmes est plus juste. Et donc, la musique, en fait, c'est une manière pour les rôles de la pièce, parfois, de se définir. Ça peut être. Ça peut avoir la fonction de certains monologues. Je sais pas, on peut prendre au hasard. Dans Figaro de Beaumarchais, il y a un moment donné Figaro qui fait ce monologue où il dit il n'est sans liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Et donc tout d'un coup, on a l'impression d'avoir affaire au centre de la pièce. Et bien là, souvent, les songs, les chants, les leads de la pièce, ils ont cette fonction révélatrice. Cette fonction, en fait, on fait en quelque sorte le zoom sur le destin d'un des rôles. Après, évidemment, l'immense intelligence de Brecht et de Weil, c'est d'avoir composé des œuvres voilà, qui sont devenues des standards, qui sont extrêmement beaux, et d'utiliser en fait cette beauté-là pour une nouvelle fois euh, tâcher de parler de choses qui sont voilà, des réalités assez dures dans la société dans laquelle ils vivaient, mais qui en fait finalement, et le texte le dit, euh, n'ont pas beaucoup évolué. On a toujours affaire à des déshérités, on a toujours affaire à des gens qui n'ont rien, et on a toujours affaire à des classes dirigeantes qui, ma foi, qui mènent le monde sans forcément trop se préoccuper des plus pauvres. Le profil du chanteur pour l'opéra des quatre sous, c'est vraiment c'est l'acteur. Euh, C'est-à-dire que j'ai pu voir parfois des mises en scène dans lesquelles on avait affaire à des gens qui venaient par exemple de l'art lyrique. Et malheureusement, c'était chanté très bien, hein, mais malheureusement, j'ai envie de dire trop bien. On a besoin, et c'est une condition sine qua non en fait au chant dans l'opéra des Katsu, d'interpréter, d'avoir l'acteur qui s'engage dans l'interprétation, dans la restitution de la fable, pour qu'il puisse interpréter les songs. Quitte à ce que, on va dire, l'exécution académique du chant s'en ressente. Et j'ai envie de dire même c'est assez bien. Donc il faut une certaine irrévérence par rapport à la partition, et c'est dans une juste mesure à trouver entre cette liberté à prendre par rapport à la partition et puis finalement le respect du phénomène musical. D'accord. Et en fait, tout le travail est à trouver comment je m'engage dans le chant en racontant finalement l'histoire, et comment j'essaie de tenir en quelque sorte la puissance du chant. Le terme bourgeois
et disons, la hiérarchisation par classe sociale, c'est un peu flouté. Tout est devenu un tout petit peu difficile à identifier. Aujourd'hui, le crédit permet à n'importe qui, en fait, de s'offrir ce qu'il veut. Donc, on est tous devenus des consommateurs en puissance. Et voilà, dans cette société-là, le terme bourgeois, ça commence à perdre un tout petit peu parfois son sens. On pourrait considérer qu'on est tous des bourgeois. Euh, L'idée là, c'est de s'attacher au mot, c'est-à-dire à ce qui est dit. À un moment donné, ce qui est dit dans la pièce, je sais pas, je peux prendre l'exemple de Maki, qui est donc le chef du clan des voleurs, qui dit oui, je suis un voleur, je suis le méchant, très bien, c'est moi qui ai tort, c'est moi qui devrais aller en prison. Mais qu'est-ce qui est le plus grave? Nous, les voleurs, ceux qui volons à la petite semaine, qui faisons des casses, ou alors la grande finance. Et la question qui est posée là, finalement, elle a traversé le siècle, vu que ça a été monté pour la première fois en 1928, euh, plutôt encore si on prend la version de John Gay, cette question-là, en fait, elle persiste. Parce qu'on a affaire, en fait, à la morale. C'est-à-dire que nous, on est dans un rapport au bien et au mal qui est dicté. C'est-à-dire, on nous dit, voilà, ça c'est mal, ça c'est bien, il faut être moral, il faut faire le bien, etc. Et on s'aperçoit, en fait, que toute cette perception du bien et du mal dans la société, finalement, elle peut être mise en doute avec ces exemples-là, en racontant l'histoire de ces gens-là. Et on s'aperçoit aussi que ce qu'ils font, eux, à toute petite échelle, souvent est reproduit à très grande échelle par la haute finance. Donc oui, c'est mais éminemment d'actualité l'opéra de Katsu aujourd'hui. Je vois mal comment on peut faire du théâtre sans être engagé. Je dis toujours, le fait de monter dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où l'individu est vraiment porté au nu, on est dans une société où c'est l'individu en fait qui est glorifié, on est à cette époque-là, le fait de monter à plusieurs sur un plateau, technicien, acteur, d'avoir une démarche de groupe où on devient un collectif, où on met ensemble les forces en fait au service d'une histoire, rien que ça, c'est déjà, comment dire, un acte, j'ai envie de dire, presque révolutionnaire, un acte en contradiction avec l'ère du temps. Donc là, il y a un engagement. À partir de là, c'est aussi dans les œuvres choisies que on peut plus ou moins accentuer cet engagement. Mais que ce soit pour une parole poétique ou pour un texte en prose ou même en vers, euh, les pièces, elles ont toujours quelque chose à dire. Celles qui traversent les siècles, elles ont toujours quelque chose à dire. Et donc s'en saisir, et là en l'occurrence, on touche à un théâtre qui est un théâtre de, j'ai envie de dire, manifeste, qui a un théâtre qui a quelque chose à dire, qui veut mettre à jour certaines réalités, qui se veut parfois... la pièce finit par exemple en disant ne jetez pas la pierre aux opprimés. Les derniers mots de la pièce, c'est ça, ne jetez pas la pierre aux opprimés. C'est quand même un sacré engagement. Et donc moi, je trouve que à partir du moment où on choisit ces œuvres-là, on rend en fait à la pratique sa fonction première, qui est celle, euh, on pourrait revenir au bouffon du roi, qui est celle des artistes dénonçant certains travers sociaux, certains travers du monde aujourd'hui.